Au milieu de cette soirée glamour, la petite fille spéciale s'est mise à crier « Papa !» Quand le père célibataire, concierge de son état, s'est retourné, toute l'élite présente a poussé un cri de surprise, incapable d'accepter cette vérité choquante. Avant de commencer, postez un emoji drapeau représentant votre pays. Kokoki Nosi Ki. Marcus Williams poussait son seau à balai sur le sol en marbre brillant du Grand Palais. Il faisait gaffe à rester discret parmi l'élite la plus puissante de Paris. À 35 ans, ses mains burinées racontaient l'histoire de 3 années passées à nettoyer des sols, à vider des poubelles et à vivre dans l'ombre d'un monde qui lui semblait étrangement familier, mais complètement étranger. Le gala de charité annuel battait son plein. Les colliers en diamant scintillaient à la lumière tandis que les mondains riaient autour de leurs verres en cristal. Leur conversation était une symphonie d'options sur actions, de transactions immobilières et de maisons de vacances dans les Hamptons. Marcus avait appris à faire abstraction, à se fondre dans le décor dans son uniforme gris de concierge. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, quelque chose d'électrique vibrait dans l'air, lui hérissant les poils des bras. Il ne pouvait se défaire de l'impression d'être observé. « Papa, on peut aller voir les jolies lumières maintenant ?» Une petite voix trancha les conversations élégantes comme une clochette d'argent. Marcus leva les yeux et vit une petite fille dans une superbe robe blanche, ses boucles brunes parfaitement coiffées, tenant la main d'une femme d'une 50aine d'années impeccablement habillée. Les yeux de l'enfant, d'un vert vif et d'une intelligence hors du commun pour son âge, semblaient scruter la pièce avec une intensité inhabituelle. Dans un instant, « Emma, ma chérie », répondit la femme, sa voix trahissant l'accent raffiné de la vieille fortune. « Grand-mère doit d'abord parler à Monsieur Henderson au sujet de la fondation. » Emma, ce nom frappa Marcus comme un coup physique, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Sa tête lui faisait mal à cause de la douleur fantôme qui le tourmentait depuis son accident, 3 ans auparavant. L'accident qui lui avait volé ses souvenirs et ne lui avait laissé qu'une carte de sécurité sociale et des factures médicales qu'il ne pouvait pas payer. Le regard de la petite fille croisa le sien à travers la salle bondée. Pendant un moment à couper le souffle, leurs yeux se sont croisés. Le visage d'Emma s'est transformé, son calme prudent s'est effondré comme une poupée cassée. Ses yeux verts se sont écarquillés dans un élan de reconnaissance et d'espoir désespéré, dans ce qui ressemblait à de l'amour pur. « Papaye !» a-t-elle crié, le mot portugais pour « père » jaillissant de sa gorge comme un cri de guerre. La salle de bal est devenue silencieuse. 500 conversations se sont arrêtées instantanément. Les verres en cristal s'arrêtèrent à mi-chemin de leurs lèvres. La mélodie élégante du quatuor à cordes s'évanouit dans le silence. Emma se libéra de l'étreinte de sa grand-mère et courut à travers le sol en marbre, ses petits pieds glissant dans ses chaussures en cuir verni, alors qu'elle sprintait vers Marcus, sa robe blanche flottant derrière elle comme des ailes d'ange, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Emma, non. La femme âgée se précipita en avant, mais Emma s'était déjà jetée dans les bras de Marcus. Marcus la rattrapa instinctivement, sa serpillière tombant bruyamment sur le sol tandis que la fillette de 7 ans enroulait ses bras autour de son cou avec une force désespérée. Elle enfouit son visage dans son épaule, sanglotant avec l'émotion brute d'une enfant qui avait été perdue depuis trop longtemps. « Je savais que tu étais vivant », murmura-t-elle à son oreille, la voix brisée. « Je leur ai dit, mais personne ne m'a cru. Je savais que tu reviendrais, papaye. Je n'ai jamais cessé de te chercher. » Le monde de Marcus bascula. Le mot « papaye » résonna dans son esprit, déverrouillant quelque chose enfoui profondément dans l'obscurité de ses souvenirs perdus. Des fragments lui revinrent comme des éclairs. Apprendre à une petite fille à faire du vélo, lire des histoires en portugais avant de dormir, de petites mains qui se tendaient vers lui dans la lumière du matin. Emma Marie Wellington, éloigne-toi immédiatement de cet homme. La voix de la grand-mère résonna comme un coup de fouet dans la salle de bal silencieuse, mais Marcus était incapable de bouger. Il fixait l'enfant dans ses bras, cette petite fille qui, d'une manière ou d'une autre, le connaissait, qui l'appelait « papa » dans une langue qui lui était familière. Son visage baigné de larmes le regardait avec un amour et une reconnaissance si pure qu'il en eut le souffle coupé. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» murmura Emma avec insistance. « Dis-moi que tu te souviens. S'il te plaît, papa. Je suis Emma. Tu es mon papa. J'ai 7 ans maintenant. J'ai attendu que tu rentres à la maison. » La salle de bal fut plongée dans le chaos. Les conversations chuchotées laissèrent place à des exclamations choquées. Les téléphones portables apparurent comme par magie, capturant chaque instant. Les agents de sécurité se frayèrent un chemin à travers la foule, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Sécurité. La voix de la grand-mère résonna dans la pièce. Éloignez immédiatement cet homme. Il est clairement perturbé et dangereux. Il remplit la tête de ma petite fille de délire. Mais Emma le serra plus fort, ses petits doigts agrippant l'uniforme de Marcus avec une force surprenante. « Ne les laisse pas m'emmener à nouveau », supplia-t-elle.
Je t'ai trouvé. Je t'ai enfin trouvé. » Marcus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Un barrage d'émotions enfouies et de souvenirs perdus menaçait d'inonder tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Cet enfant, cette Emma, s'adaptait parfaitement à ses bras, comme si elle y avait toujours eu sa place. « commença Marcus, la voix émue. « Je ne comprends pas. Je ne me souviens pas, Madame Wellington. » Un homme distingué, vêtu d'un smoking coûteux, s'approcha d'eux, le visage grave. « Nous devrions peut-être en discuter en privé. »« Il n'y a rien à discuter, Richard. » Madame Wellington rétorqua sèchement. « Ma petite fille est clairement traumatisée et confuse. Cet homme est un parfait inconnu qui profite des fantasmes d'une enfant. » Mais Emma s'écarta pour regarder Marcus droit dans les yeux. « Tu m'as appris le portugais à cause de maman, » dit-elle doucement, d'une voix empreinte d'une certitude absolue. « Tu as dit que je devais connaître les deux parties de mon identité. Tu me chantais la berceuse de l'oiseau qui avait perdu son chemin. » Marcus retint son souffle sans y penser. La mélodie monta du plus profond de son âme. Pénoperge. Le visage d'Emma s'illumina comme le soleil perçant les nuages d'orage. « Tu t'en souviens ?» soupira-t-elle. Le silence dans la salle de bal était assourdissant. Le visage de Madame Wellington était devenu blanc comme du parchemin. Ses yeux étaient écarquillés, reflétant quelque chose qui ressemblait à de la terreur. « C'est impossible », murmura-t-elle. Mais Marcus se souvenait de plus en plus. Des fragments lui revenaient à l'esprit comme les morceaux d'un miroir brisé qui tente de se reconstituer. Le rire d'une femme, un petit appartement baigné de soleil, des mots portugais mêlés à l'anglais dans les conversations au petit déjeuner. Et toujours cette petite fille aux yeux verts qui l'appelait Papay. « Que m'est-il arrivé ?» demanda Marcus d'une voix à peine audible. « Où étais-je » Les larmes d'Emma avaient cessé, remplacées par une détermination qui semblait bien trop mature pour une enfant de 7 ans. « Ils ont dit à tout le monde que tu étais mort, » dit-elle simplement. « Mais je savais qu'ils mentaient. J'ai gardé ta photo sous mon oreiller et je t'ai cherché partout. Je savais qu'un jour je te retrouverais. » Madame Wellington s'avança, son masque impassible laissant apparaître son désespoir. « Emma, ma chérie, tu es confuse. Cet homme n'est pas ton père. Ton père est mort dans un accident de voiture il y a 3 ans. On en a déjà parlé. »« Non !» La voix d'Emma résonna dans la salle de bal silencieuse avec une autorité surprenante. « Il est vivant. Il est juste là. Dis-leur, Papaya. Dis-leur qui tu es. » Mais Marcus ne pouvait que les fixer, l'esprit en ébullition, alors que d'autres souvenirs l'envahissaient comme des vagues. Un accident de voiture, la douleur, l'obscurité, le réveil à l'hôpital sans mémoire, sans identité, sans passé. Les médecins lui avaient dit qu'il avait de la chance d'être en vie, que sa lésion cérébrale ne guérirait peut-être jamais complètement. « Je me souviens de l'accident, » dit-il lentement, « mais pas de ce qui s'est passé avant. L'accident n'était pas un accident, » dit Emma doucement, ses mots tombant dans le silence comme des pierres dans une eau calme. Le visage de Madame Wellington passa du blanc au gris. « Emma, ça suffit, on s'en va maintenant. » Mais avant que quiconque ait pu bouger, Emma fouilla dans un petit sac à main caché dans les plis de sa robe. Elle en sortit une photo pliée, usée sur les bords, à force d'avoir été regardée d'innombrables fois. « C'est nous », dit-elle en la montrant à tout le monde. « C'est mon papaye, c'est Marcus Eduardo Santos Williams. Il n'est pas mort dans un accident. » La photo montrait un Marcus plus jeune, avec des cheveux plus longs et des vêtements différents, portant une petite Emma sur ses épaules. Ils riaient tous les deux, et chaque ligne de l'image rayonnait de joie. Derrière eux se trouvait une maison que Marcus ne reconnaissait pas, dans un décor qui lui semblait familier, même s'il ne l'avait jamais vu auparavant. La salle de bal se mit à tourner. Les conversations reprirent, mais cette fois-ci, elles étaient différentes. Des questions urgentes fusèrent. Quelqu'un appela les secours. D'autres exigèrent des réponses. Mais Marcus ne pouvait se concentrer que sur la petite fille dans ses bras et sur la certitude grandissante que toute sa vie depuis 3 ans était fondée sur un mensonge. « Emma » murmura-t-il, la voix brisée. « Que nous est-il vraiment arrivé ?» Emma le regarda droit dans les yeux. Son visage de 7 ans portait le poids de secrets trop lourds pour quelqu'un de son âge. « Quelqu'un a essayé de te tuer, papaye, et ils ont failli réussir. » Le bureau privé du Grand Palais ressemblait à une salle d'audience, avec Madame Eleanor Wellington assise bien droite derrière un bureau ancien qui avait probablement coûté plus cher que ce que Marcus gagnait en 1 an. Emma était assise sur un canapé en cuir à côté de Marcus. Sa petite main serrait fermement la sienne, comme si elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident du gala, et le monde de Marcus avait été complètement bouleversé. La photo qu'Emma lui avait montrée était authentique. Un logiciel de reconnaissance faciale avait confirmé qu'il s'agissait bien de lui. Même s'il avait l'air d'une personne complètement différente, bien habillé, confiant, heureux, il ne ressemblait en rien à l'homme brisé qui était sorti de l'hôpital 3 ans auparavant, sans mémoire et sans identité. « C'est absurde », a déclaré Madame Wellington d'une voix si aiguë
qu'elle aurait pu couper du verre. Je me fiche de ce que montre une photo. Le mari de ma fille est mort, et cet homme est clairement un opportuniste qui profite d'une enfant désorientée. Emma serra plus fort la main de Marcus. Bien qu'elle n'ait que 7 ans, elle avait une capacité étonnante à comprendre les conversations d'adultes que la plupart des enfants de son âge trouveraient incompréhensibles. « Montre-leur les dossiers de l'hôpital », dit Emma doucement, en utilisant le mot portugais pour grand-mère. « Montre-leur ce qui s'est vraiment passé la nuit où Papaye a disparu. » Le visage de Madame Wellington rougit. « Emma, je t'ai dit à plusieurs reprises de ne pas utiliser ce langage. L'anglais suffit amplement. Maman m'a aussi appris le portugais. » Emma répondit avec un défi silencieux. « Papaye a fini de m'apprendre quand maman est tombée malade, avant que tu ne le fasses disparaître. » L'accusation resta suspendue dans l'air comme un pistolet chargé. Marcus sentit sa tête se mettre à battre à nouveau, comme toujours lorsqu'il essayait de se souvenir de la période précédant son accident. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, des flashs de mémoire surgissaient comme des rayons de soleil à travers les nuages d'orage. Une femme aux cheveux noirs et aux yeux verts d'Emma, allongée dans un lit d'hôpital. L'odeur de l'antiseptique et le bruit des machines qui bipènent. Emma, beaucoup plus petite, pleurant, alors qu'il disait au revoir à quelqu'un qui ne rentrerait plus jamais à la maison. « Maria », murmura Marcus, le nom sortant de sa bouche sans qu'il y pense. Elle s'appelait Maria. Le visage d'Emma s'illumina. « Oui, maman s'appelait Maria Santos. Tu l'as épousée quand j'avais 3 ans. Tu m'as adoptée et tu m'as donné ton nom. Je m'appelle Emma Santos Williams. » Le masque impassible de Madame Wellington tomba complètement. « Ça suffit, Emma. Arrête immédiatement ce fantasme. Ta mère s'appelait Maria Wellington et elle est morte d'un cancer il y a 2 ans. Cet homme t'a clairement appris ces détails. Mais ce n'est pas vrai, et tu le sais. » La voix d'Emma se fit plus forte, pleine de larmes de frustration. « Parle-leur du fonds fiduciaire, Vovo. Parle-leur de la société de Papaye. Dis-leur pourquoi tu le détestais autant. » Emma Marie Wellington. La voix de Madame Wellington claqua comme un coup de fouet. « Santos Williams, » corrigea Emma avec obstination. « Je m'appelle Emma Santos Williams, et voici mon Papaye. » Marcus regarda tour à tour les 2 femmes, l'esprit en ébullition. Une société de fonds fiduciaires? Rien n'avait de sens. Depuis 3 ans, il vivait dans un minuscule studio, survivant grâce à des emplois au salaire minimum, convaincu qu'il n'était personne de spécial, juste un homme atteint de lésions cérébrales qui avait tout perdu dans un accident. « Madame Wellington, » dit Marcus avec précaution, « si Emma dit la vérité, si j'étais vraiment marié à votre fille, alors j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Où étais-je? Pourquoi je ne m'en souviens pas ?» Les yeux de Madame Wellington brillèrent d'une lueur qui ressemblait presque à de la peur. « Parce que vous n'êtes plus le même homme. Le Marcus Williams que ma fille a épousé était un chasseur de fortune arrogant et manipulateur qu'il avait épousé pour son fonds fiduciaire. Quand elle est morte, vous avez essayé de tout réclamer. L'héritage d'Emma, l'argent de la fondation, même le domaine de ma famille. L'accident de voiture n'était qu'une justice divine. » Emma se leva du canapé, son petit corps tremblant de colère. « C'est un mensonge. Papaye aimait maman. Il nous aimait. C'est toi qui voulais l'argent de maman. C'est toi qui as essayé d'éloigner Papaye quand maman était en train de mourir. Assieds-toi tout de suite. » « Non !» La voix d'Emma avait une autorité surprenante pour une enfant de 7 ans. « Je ne m'assiérai pas. Je ne me tairai pas. Je me suis tue pendant 3 ans pendant que tu mentais à tout le monde sur ce qui s'était vraiment passé. » Marcus sentit son instinct protecteur s'éveiller. Quelle que soit la vérité sur son passé, cette petite fille avait clairement besoin de quelqu'un pour la défendre. « Emma, ça va aller. Respire profondément. » Elle se tourna vers lui, les larmes coulant sur son visage. « Ils ont dit que tu nous avais abandonnés quand maman est tombée malade. Ils ont dit que tu n'étais revenue que lorsqu'elle était mourante pour essayer de voler son argent. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es jamais parti. Tu étais là tous les jours, tenant la main de maman, lui faisant la lecture, prenant soin de nous 2. » Ce souvenir frappa Marcus comme un coup physique. Maria, amaigrie par la chimiothérapie, lui serrait faiblement la main en lui faisant promettre de prendre soin d'Emma. L'odeur du désinfectant de l'hôpital. Le bruit des machines surveillant une vie qui s'éteignait lentement. Je me souviens qu'il respirait. Je me souviens de l'hôpital. Je me souviens lui avoir promis de protéger Emma quoi qu'il arrive. Madame Wellington s'est levée brusquement, sa chaise raclant le parquet. « Assez. Je ne vais pas rester assise ici à écouter cette comédie. Emma, tu viens chez moi tout de suite. Et toi, a-t-elle dit en montrant Marcus, tu resteras loin de ma petite fille ou je te ferai arrêter pour harcèlement et tentative d'enlèvement. En fait, a dit une nouvelle voix depuis l'entrée. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. » Ils se retournèrent tous pour voir une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts argentés et aux yeux intelligents, portant une mallette en cuir. Elle était vêtue d'un costume coûteux qui criait « Avocate », et sa présence semblait changer toute l'énergie de la pièce. « Qui êtes-vous »
demanda Madame Wellington. Margaret Chen, avocate. Je représente le Santos Williams Family Trust. Elle posa sa mallette et en sortit un dossier épais. Je cherche Monsieur Marcus Santos Williams depuis 3 ans. Marcus avait la tête qui tournait. Le Santos Williams Family Trust. Le trust que votre femme a créé avant sa mort, expliqua Margaret. Un trust qui vous désigne comme tuteur principal d'Emma et bénéficiaire principal d'une succession assez importante. Le visage de Madame Wellington était devenu complètement blanc. C'est impossible. Le testament de Maria a tout laissé à Emma, avec Mia comme tutrice jusqu'à ses 18 ans. Margaret sourit. Mais ce n'était pas un sourire agréable. C'est le testament que vous avez homologué, Madame Wellington. Mais ce n'était pas le dernier testament de Maria. 3 jours avant sa mort, Maria est venue à mon bureau et a signé un nouveau testament et de nouveaux documents fiduciaires. Elle a été très claire sur ses inquiétudes concernant vos intentions envers le bien-être d'Emma et son désir de s'assurer que son mari conserve la garde principale. Emma sautait presque sur le canapé. « Je vous l'avais dit, j'ai dit à tout le monde que papa n'était pas censé disparaître. » Cependant, Margaret a continué. Il y avait un petit problème. Marcus ne s'est jamais présenté à la lecture du testament. En fait, selon tous les documents, Marcus Santos Williams est mort dans un accident de voiture le soir même où sa femme est décédée. Un timing très pratique. Le silence dans la pièce était assourdissant. Marcus avait l'impression de se noyer dans des informations qui auraient dû lui être familières, mais qui lui semblaient complètement étrangères. « Je ne comprends pas », a-t-il dit doucement. « S'il y avait une fiducie, s'il y avait de l'argent, pourquoi est-ce que je vivais comme si je n'avais rien? Pourquoi est-ce que je me suis réveillé dans un hôpital public sans papier d'identité, sans mémoire, sans passé ?» Margaret a ouvert sa mallette et en a sorti une autre photo. Celle-ci montrait le permis de conduire de Marcus, mais avec une adresse différente de celle dont il se souvenait depuis 3 ans. Parce que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour faire disparaître Marcus Santos Williams, a-t-elle dit d'un ton grave. Quelqu'un qui avait beaucoup à gagner de sa mort et beaucoup à perdre si le véritable tuteur d'Emma se manifestait pour réclamer sa garde. Madame Wellington reculait vers la porte. « C'est absurde. J'appelle mon avocat. Vous feriez bien d'appeler un avocat pénaliste pendant que vous y êtes, » dit Margaret avec désinvolture. « Parce que j'ai passé 3 ans à enquêter sur ce qui s'est réellement passé la nuit de l'accident, et j'ai des découvertes très intéressantes à propos des freins de la voiture de Monsieur Santos Williams. » Emma leva les yeux vers Marcus avec un regard qui semblait bien trop mature pour son visage de fillette de 7 ans. « Je t'avais dit que ce n'était pas un accident, papaye. J'ai essayé de le dire à tout le monde, mais personne n'écoute les enfants. » Marcus sentit son sang se glacer. « Tu veux dire que quelqu'un a essayé de me tuer ? » « Je dis que quelqu'un a réussi à tuer Marcus Santos Williams, » répondit Margaret. « Il ne s'attendait pas à ce qu'il survive avec une amnésie et devienne quelqu'un d'autre. Et il ne s'attendait certainement pas à ce qu'une fillette de 7 ans refuse de croire que son père était vraiment mort. » Madame Wellington avait atteint la porte, la main sur la poignée. Mais avant qu'elle ne puisse partir, la voix d'Emma la stoppa net. « Vovo, » dit-elle doucement. « Où est oncle Richard ce soir ?» Madame Wellington se figea. « Quoi ? Oncle Richard ? Il devait venir me chercher à l'école aujourd'hui, mais il n'est jamais venu. C'est pour ça que j'ai dû prendre le bus pour venir te voir ici. Où est-il » Madame Wellington est devenue toute pâle. Margaret et Marcus ont échangé un regard qui en disait long. « C'est qui, oncle Richard ?» a demandé Marcus. Emma avait l'air perplexe. « Oncle Richard est le fils de Vovo. C'est le demi-frère de maman. Il était censé être mon tuteur si quelque chose vous arrivait, à toi et à maman. » Avant que maman ne change d'avis et rédige un nouveau testament, Margaret avait déjà sorti son téléphone. « Emma, quel est le nom complet de l'oncle Richard ?»« Richard Charles Wellington, » répondit Emma sans hésiter. « Il travaille pour la société Vovo. Il était vraiment en colère quand maman a épousé Papaye. Il disait que Papaye allait voler tout notre argent. » Madame Wellington tremblait maintenant. Son sang-froid avait complètement volé en éclats. « Emma, ça suffit. » Mais Margaret était déjà en train de composer le numéro. « Bonjour, inspecteur Morrison. C'est Margaret Chen. Je pense qu'on doit rouvrir le dossier Santos Williams et je pense qu'on doit trouver Richard Wellington tout de suite. » Emma a levé les yeux vers Marcus, ses yeux verts brillants d'une confiance absolue. « Tout va bien se passer maintenant, papa. Oncle Richard ne pourra plus jamais nous faire de mal. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose d'encore plus important. » Le cœur de Marcus battait à tout rompre. Après tout ce qu'il avait appris aujourd'hui, qu'est-ce qui pouvait bien être plus important ? « Qu'est-ce que c'est, Emma ?» Elle baissa la voix jusqu'à murmurer, jetant un coup d'œil à sa grand-mère qui était maintenant affalée contre le cadre de la porte. « Je ne pense pas non plus que la mort de maman ait été un accident. » L'inspectrice Sarah Morrison est arrivée au cabinet d'avocat de Margaret Chen à 22 heures, les cheveux gris légèrement ébouriffés et l'air sombre. Elle travaillait sur des affaires classées depuis 15 ans, mais le dossier Santos Williams l'avait toujours troublée. Trop de coïncidences opportunes,
trop de détails qui ne collaient pas tout à fait. Marcus était assis dans la salle de conférence. Emma s'était endormie blottie sur ses genoux malgré l'heure tardive. La petite fille avait refusé de le quitter et honnêtement, il ne pouvait pas se résoudre à la laisser partir non plus. Il y a 3 jours, il était Marcus Williams, un concierge solitaire sans passé ni avenir. Maintenant, il était apparemment Marcus Santos Williams, un veuf riche et le père d'une remarquable fillette de 7 ans qui venait d'accuser sa propre famille de meurtre. « Monsieur Santos Williams », dit l'inspectrice Morrison en s'installant dans un fauteuil en face de lui. « Je dois avouer que vous voir en vie est un choc. Nous avions des dossiers dentaires confirmant votre décès. »« Les dossiers dentaires de qui ?» demanda Margaret d'un ton sec. L'inspecteur Morrison consulta ses notes. Un inconnu amené à l'hôpital général de la ville le soir même de l'accident. Traumatisme facial grave. Aucune pièce d'identité. Le corps a été réclamé par Madame Eleanor Wellington comme étant celui de son gendre. Identifié formellement grâce aux empreintes dentaires fournies par le dentiste de la famille. Emma remua dans les bras de Marcus, ouvrant ses yeux endormis. « Ils vous ont montré de faux dossiers », dit-elle d'un ton neutre, comme si les enfants de 7 ans résolvaient régulièrement des affaires de meurtre. Oncle Richard a payé le docteur Hensley pour qu'il fasse de nouveaux dossiers dentaires. Je les ai entendus en parler. Les 3 adultes la fixèrent du regard. L'inspecteur Morrison se pencha en avant. « Emma, quand as-tu entendu cette conversation ?» Emma se frotta les yeux et se redressa. « La nuit après l'accident de Papaye. Je me cachais dans la bibliothèque de la maison de Vovo parce que je n'arrivais pas à dormir. Oncle Richard est rentré très tard et ses vêtements étaient tous sales. Il parlait à Vovo pour s'assurer que personne ne trouverait jamais le vrai Papaye. » Marcus sentit son sang se glacer. « Emma, es-tu absolument certaine de ce que tu as entendu ?»« Je me souviens de tout. » Emma répondit simplement. « Le docteur Peterson dit que j'ai une mémoire photographique. C'est pour ça que je me souviens de tous les détails vous concernant. Même quand tout le monde disait que vous étiez mort, je savais qu'il mentait. » Le détective Morrison prenait rapidement des notes. « Emma, qu'est-ce que tu as entendu exactement de la bouche de ton oncle Richard ?» Emma fronça les sourcils, concentrée. Il a dit que la voiture était tombée dans la rivière comme prévu, mais que le corps qu'ils avaient repêché n'était pas celui de Papaye. Il a dit qu'il devait trouver le vrai Papaye avant qu'il ne se souvienne de qui il était. Et Vovo a dit que le docteur Hensley modifierait le dossier dentaire pour que personne ne pose de questions. « Bon sang !» marmonna l'inspecteur Morrison. « Et tu n'as jamais parlé de ça à personne ?» Le visage d'Emma s'est légèrement décomposé. « J'ai essayé. Je l'ai dit aux policiers qui sont venus à la maison. Je l'ai dit à l'assistante sociale. Je l'ai dit au docteur Peterson quand Vovo m'a forcé à le voir parce qu'elle disait que j'avais des fantasmes traumatiques, mais personne ne m'a cru. Ils ont tous dit que j'étais trop bouleversé par la perte de mes parents pour penser clairement. » Marcus la serra plus fort dans ses bras, le cœur brisé par tout ce que cette petite fille avait enduré. « Emma, je te crois. On te croit tous maintenant. » Margaret était déjà de nouveau au téléphone. « Inspecteur, on doit retrouver Richard Wellington ce soir. S'il cherche Marcus depuis 3 ans et qu'Emma vient de l'identifier publiquement au gala, il va s'enfuir. » L'inspecteur Morrison a terminé. « Ou pire, laisse-moi passer quelques coups de fil. » Alors que l'inspecteur sortait pour coordonner les autres unités, Margaret se tourna vers Marcus. « Il y a autre chose que tu dois savoir. Le fonds Santos Williams n'est pas seulement important. Il vaut plus de 50 millions de dollars. » Marcus faillit s'étouffer. « 50 millions ? Ta femme a hérité d'une fortune provenant de l'entreprise technologique de son père, en plus de l'argent de la famille de sa mère. Et selon les documents du fonds, en tant que veuf et tuteur d'Emma, tu contrôles tout jusqu'à ce qu'Emma ait 25 ans. C'est une motivation suffisante pour commettre un meurtre. » Emma le regarda avec ses yeux verts d'une sagesse inhabituelle. « Papaye, tu te souviens de ton entreprise, celle que tu as créée avant d'épouser maman ?» Marcus fronça les sourcils, essayant de dissiper le brouillard qui envahissait son esprit. « Entreprise ? L'entreprise informatique. Tu créais des programmes qui aidaient les hôpitaux à communiquer entre eux. Maman disait que tu allais changer la façon dont les médecins s'occupèrent des malades. » Un autre fragment de mémoire refit surface. Les nuits blanches passées à coder. L'excitation d'un test bêta réussi. Les poignées de main avec les administrateurs hospitaliers impatients de mettre en œuvre son logiciel. TechMed Solutions, soupira-t-il. C'est ça. Emma applaudit. Tu l'as vendu juste avant que maman tombe malade. Tu disais que l'argent n'avait pas d'importance. Que prendre soin de ta famille était la seule chose qui comptait. Margaret consultait à nouveau ses dossiers. D'après ses documents, TechMed Solutions s'était vendu pour 37 millions de dollars 2 mois avant que Maria ne soit diagnostiquée d'un cancer. Marcus avait tout investi dans la recherche sur le cancer et les traitements expérimentaux. Il avait dépensé tout son argent pour essayer de sauver maman, dit Emma doucement. Même quand le médecin avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir, papa avait continué d'essayer. C'est pour ça que l'oncle Richard était si en colère.
Il disait que papa gaspillait l'argent de la famille pour de faux espoirs. Marcus sentit les larmes lui brûler les yeux. Il ne se souvenait peut-être pas de tout, mais il pouvait sentir la vérité dans ses tripes. L'amour désespéré pour une femme mourante, la volonté de tout dépenser, de tout sacrifier pour la moindre chance de la sauver. L'inspectrice Morrison revint, l'air grave. On a envoyé des équipes à toutes les adresses connues de Richard Wellington, mais il y a un problème. Il ne s'est pas présenté au travail aujourd'hui et son appartement semble avoir été quitté précipitamment. On a lancé un avis de recherche, mais il a 3 jours d'avance. Margaret finit. À partir du moment où Emma a reconnu Marcus au gala, Richard a dû savoir que son heure était venue. Emma tira sur la manche de Marcus. « Papaye, il y a autre chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne parce que j'avais peur. » Marcus la regarda, le cœur serré par la peur qu'il lisait sur son jeune visage. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Tu peux tout me dire. » Emma jeta un coup d'œil autour d'elle, puis baissa la voix jusqu'à murmurer. « Je ne pense pas que l'oncle Richard ait agi seul. Et je ne pense pas qu'il ait fini d'essayer de nous faire du mal. » L'inspectrice Morrison se rassit, toute son attention tournée vers la fillette de 7 ans. « Emma, qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que hier, quand j'étais à l'école, un homme est venu dans la cour de récréation pendant la récréation. Il a dit qu'il était un ami de l'oncle Richard et qu'il voulait me parler de mon papa, mais Madame Patterson l'a vu et l'a fait partir. » Marcus sentit son sang se glacer. « Emma, pourquoi n'en as-tu pas parlé à ta grand-mère » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Parce que je pense que Vovo aide l'oncle Richard. Je pense qu'elle l'aide depuis le début. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du ronronnement de la climatisation et du bruit lointain de la circulation. Marcus avait l'impression que le monde tournait hors de contrôle. En l'espace de 3 jours, il était passé du statut de personne insignifiante à celui de victime d'un meurtre qui avait survécu à sa propre mort, pour découvrir que sa fille de 7 ans était toujours en danger à cause des personnes qui étaient censées la protéger. « Inspecteur, » dit Margaret avec précaution, « nous avons besoin d'une garde protectrice pour Emma et Marcus. Si Richard Wellington est toujours en liberté, et si Madame Wellington est impliquée, » le détective Morrison acquiesçait déjà. « Je vais organiser un refuge pour ce soir. Mais d'abord, j'ai besoin de poser quelques questions supplémentaires à Emma. Emma, c'est très important. Te souviens-tu d'autre chose concernant la nuit de l'accident de ton père? Quelque chose qui pourrait nous aider à retrouver oncle Richard ?» Emma resta silencieuse pendant un long moment. Elle fronça les sourcils, concentrée. Quand elle finit par parler, sa voix était si faible qu'ils durent tous se pencher pour l'entendre. Oncle Richard avait quelque chose dans sa voiture cette nuit-là. Quelque chose qu'il essayait de cacher à Vovo. Je l'ai vu le mettre dans le coffre quand il est rentré à la maison. « Quel genre de chose ?» demanda gentiment l'inspecteur Morrison. Emma regarda Marcus droit dans les yeux, ses yeux verts brillants de larmes contenues. L'alliance de papaye, celle avec le nom de maman gravé à l'intérieur. Celle qu'il n'enlevait jamais, même pour dormir. Marcus baissa inconsciemment les yeux vers son annulaire nu, où une bande de peau pâle suggérait qu'il avait autrefois porté une bague régulièrement. « Mais Emma, dit-il doucement, si ma bague était dans la voiture de Richard, comment l'as-tu vue ?» La voix d'Emma n'était plus qu'un murmure. « Parce que je me suis faufilé dans sa voiture le lendemain matin et que je l'ai reprise. Je l'ai gardée en sécurité pour toi. » Elle fouilla dans son petit sac à main et en sortit une simple bague en or. Même dans la faible lumière de la salle de conférence, Marcus pouvait voir l'inscription à l'intérieur. Para Marcus, amor eterno. Maria. Avec un amour éternel, Maria. Au moment où il toucha la bague, les dernières barrières dans son esprit se brisèrent comme du verre. Les souvenirs revinrent en torrent. Le jour de son mariage, Emma faisant ses premiers pas en l'appelant papaye. Les moments tranquilles avec Maria alors qu'elle luttait contre la maladie. Et enfin, la dernière chose dont il se souvenait clairement, le trajet en voiture depuis l'hôpital, le soir où Maria était morte. Les larmes brouillant sa vision alors qu'il réfléchissait à la manière d'annoncer à Emma que sa mère était partie. Puis, les phares dans son rétroviseur qui le suivaient de trop près. Le choc qui avait fait basculer sa voiture du pont. L'eau froide qui s'engouffrait. La lutte désespérée pour rester conscient, pour survivre, pour retourner auprès d'Emma. « Il a essayé de me tuer cette nuit-là, » dit Marcus, la voix lourde du poids des souvenirs retrouvés. « Richard a poussé ma voiture du pont. Il pensait que j'étais mort. » Emma jeta ses bras autour de son cou. « Mais tu n'étais pas mort, papaye. Tu es revenu vers moi, comme tu l'avais promis à maman. » L'inspectrice Morrison était déjà en train d'appeler des renforts par radio et de mettre à jour le signalement de Richard Wellington, le qualifiant d'armé et d'extrêmement dangereux. Mais alors qu'il se préparait à partir pour la maison sécurisée, Emma tira une nouvelle fois sur la manche de Marcus. « Papaye, » murmura-t-elle, « il y a encore une chose, quelque chose de très important que je n'ai jamais dit à personne. » Marcus s'agenouilla à sa hauteur,
plongeant son regard dans ses yeux verts pleins de sagesse qui semblaient trop mûrs pour quelqu'un d'aussi jeune. « Qu'est-ce qu'il y a, Emma ?» Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis se mit sur la pointe des pieds pour lui murmurer directement à l'oreille. « Je sais où se cache oncle Richard, et je sais pourquoi il n'a pas encore fini d'essayer de nous faire du mal. Idiot, ici. » Alors qu'il assimilait ces paroles, Marcus réalisa que leur cauchemar était loin d'être terminé. Au contraire, il ne faisait que commencer. La maison sécurisée dans le Queens ressemblait à une forteresse, mais Marcus ne pouvait s'empêcher de penser qu'aucun endroit ne serait vraiment sûr tant que Richard Wellington ne serait pas derrière les barreaux. Emma était assise en tailleur sur le sol du salon, dessinant avec les crayons de couleur que la police lui avait apportés. Mais Marcus pouvait voir la tension dans ses petites épaules. Même à 7 ans, elle comprenait qu'ils étaient pourchassés. Le détective Morrison travaillait sans relâche depuis 2 jours, suivant toutes les pistes, mais Richard Wellington avait disparu comme par enchantement. Ses comptes bancaires avaient été gelés, son passeport signalé, ses associés connus placés sous surveillance. Pourtant, il semblait toujours avoir une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. « Emma », dit Marcus doucement en s'installant à côté d'elle sur le sol. « Tu as dit que tu savais où se cachait oncle Richard. Tu peux me le dire maintenant ?» Emma posa son crayon rouge et leva vers lui ses yeux d'une maturité inhabituelle. « Il est dans l'ancienne maison, papaye. La maison où toi et maman viviez avant qu'elle ne tombe malade. » Marcus fronça les sourcils. « Je ne me souviens d'aucune maison. On vivait dans le manoir de ta grand-mère, non ? Non, c'était après que maman soit tombée gravement malade et aies eu besoin d'aide tout le temps. Avant ça, on avait notre propre maison à Westchester. Une maison jaune avec un grand chêne dans le jardin où tu m'avais construit une balançoire. » La voix d'Emma avait le ton mélancolique de quelqu'un qui se souvient du paradis perdu. « Vovo nous a obligés à la vendre quand maman est entrée à l'hôpital. Elle disait que c'était trop cher à entretenir. » L'inspectrice Morrison leva les yeux de son ordinateur portable. « Emma, pourquoi penses-tu que Richard irait là-bas si la maison a été vendue ? » « Parce qu'elle n'a pas vraiment été vendue, » répondit Emma d'un ton neutre. « Oncle Richard l'a achetée par l'intermédiaire d'une de ses sociétés. Je l'ai entendu dire à Vovo qu'il voulait la garder comme plan de secours au cas où leurs autres plans échoueraient. » Marcus sentit sa poitrine se serrer. « Emma, comment sais-tu tout ça ? Tu as 7 ans. » Emma prit un air triste. « Parce que personne ne pense jamais que les enfants écoutent. Les adultes parlent de tout devant nous comme si on n'était même pas là. Je fais attention à tout depuis que maman est tombée malade, parce que j'avais besoin de comprendre ce qui arrivait à notre famille. » Margaret Chen, qui examinait tranquillement des documents juridiques dans un coin, leva brusquement les yeux. « Emma, tu te souviens de l'adresse de cette maison ? 47 rue des Tilleuls, Versailles. » Emma récita sans hésiter. La boîte aux lettres était décorée de fleurs bleues, car maman adorait les hortensias. L'inspectrice Morrison était déjà au téléphone pour demander des renforts et un mandat. Mais pendant qu'elle parlait à la centrale, Emma tira à nouveau sur la manche de Marcus. « Papaye, il y a autre chose. Quelque chose qui explique pourquoi oncle Richard n'a pas fini de nous faire du mal. » Marcus s'agenouilla à sa hauteur. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» Emma jeta un coup d'œil vers l'inspectrice Morrison, puis baissa la voix. « Il ne s'agit plus seulement d'argent. Oncle Richard a peur de quelque chose que je sais et qui pourrait l'envoyer en prison pour toujours. Que sais-tu, Emma ?» La voix d'Emma se réduisit à un murmure. « Je sais ce qui est vraiment arrivé à maman. » La pièce devint complètement silencieuse. Le stylo de Margaret cessa de courir sur son bloc-notes. L'inspectrice Morrison a terminé son appel téléphonique et a tourné toute son attention vers la fillette de 7 ans qui venait de bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur cette affaire. « Emma, » a dit Marcus avec précaution, « que veux-tu dire par « ce qui est arrivé à ta mère » ?» Emma la regardait droit dans les yeux, son regard vert reflétant une connaissance qu'aucun enfant ne devrait avoir. « Maman n'est pas morte d'un cancer, papaye. Le cancer allait mieux. Le docteur Martinez a dit que le nouveau traitement marchait. Maman allait rentrer à la maison. » Marcus sentit le monde basculer. « Ce n'est pas possible, Emma. Je m'en souviens. Je me souviens qu'on m'avait dit qu'elle était en phase terminale. C'est ce qu'il voulait que tout le monde croie, » dit Emma doucement. « Mais j'ai entendu le docteur Martinez parler à maman la veille de sa mort. Il a dit que les tumeurs rétrécissaient. Il a dit que si les progrès continuaient, elle pourrait avoir encore des années à vivre. » Le détective Morrison était devenu tout pâle. « Emma, tu dis que ta mère a été assassinée ?» Emma acquiesça solennellement. Oncle Richard lui a donné quelque chose dans sa poche de perfusion la nuit où elle est morte. Je l'ai vu. Je me cachais sous le lit d'hôpital de maman parce que les infirmières avaient dit que les heures de visite étaient terminées, mais je ne voulais pas la laisser seule. Marcus avait l'impression de se noyer dans l'horreur. « Emma, pourquoi tu n'as rien dit à personne ?» Des larmes se mirent à couler sur le visage d'Emma. « J'ai essayé, papa. Je l'ai dit à Vovo, mais elle a dit que je faisais des cauchemars parce que j'étais triste à cause de maman. Je l'ai dit à la police,
mais ils ont dit que les enfants inventaient parfois des histoires quand ils avaient peur. Je l'ai dit au docteur Peterson, mais il a dit que je gérais mon chagrin d'une manière malsaine. Bon sang, marmonna l'inspectrice Morrison en passant ses mains dans ses cheveux. Emma, tu te souviens à quelle heure ça s'est passé? C'était après minuit. Les infirmières avaient changé de car, et la nouvelle infirmière ne savait pas que j'étais là. Oncle Richard est entré vêtu d'une blouse, comme s'il travaillait à l'hôpital. Il a fait quelque chose à la perfusion de maman, puis il est parti. Environ 1 heure plus tard, toutes les machines se sont mises à biper. Puis la voix d'Emma s'est brisée. Maman était partie. Marcus a pris Emma dans ses bras, la serrant contre lui alors qu'elle pleurait pour la mère qu'elle avait perdue et pour la vérité que personne n'avait crue. Mais son esprit tournait à toute vitesse. Si Maria avait été assassinée, si elle allait mieux, le Nouveau Testament, a-t-il dit soudainement. Maria avait rédigé un Nouveau Testament 3 jours avant sa mort. Elle avait dû découvrir les plans de Richard. Margaret sortait déjà des dossiers de sa mallette. D'après mes notes, Maria avait appelé mon bureau, paniquée. Elle disait qu'elle devait changer son testament tout de suite parce qu'elle avait découvert quelque chose sur sa famille qui mettait Emma en danger. Elle savait, dit Emma doucement. Maman avait compris que l'oncle Richard volait de l'argent dans la boîte de Vovo depuis des années. Elle avait trouvé des papiers dans son bureau qui montraient qu'il devait de l'argent à des gens vraiment pas cool. Quand le traitement contre le cancer a commencé à marcher, il a eu peur que maman vive assez longtemps pour le dénoncer. Le détective Morrison prenait frénétiquement des notes. « Emma, sais-tu quelque chose à propos de ces documents que ta mère a trouvés ?» Emma s'essuya les yeux et acquiesça. Maman en a fait des copies avant que l'oncle Richard ne sache qu'elle les avait vus. Elle les a cachés dans un coffre-fort. Elle m'a donné la clé et m'a fait promettre de la garder en sécurité jusqu'à ton retour, papaye. Emma fouilla dans son petit sac à main, le même qu'elle portait depuis le soir du gala, et en sortit une petite clé en argent. Coffre numéro 347 à la First National Bank. Maman disait que c'était une assurance au cas où il lui arriverait quelque chose. Marcus fixa la clé, comprenant enfin. C'est pour ça que Richard veut notre mort à tous les deux. Il ne s'agit plus seulement de l'héritage. Si ces documents prouvent qu'il a détourné de l'argent et assassiné Maria, il passera le reste de sa vie en prison. Le détective Morrison a fini. Emma, on doit aller à ce coffre-fort tout de suite. Mais avant que quelqu'un puisse bouger, l'expression d'Emma a soudainement changé. Son visage est devenu blanc de terreur alors qu'elle fixait quelque chose derrière eux. « Il est là », a-t-elle chuchoté. Ils se sont tous retournés pour voir un homme debout à l'entrée de la maison sécurisée. Un homme qui n'aurait pas dû pouvoir passer les policiers postés à l'extérieur. Richard Wellington était grand et mince, avec des cheveux grisonnants et des yeux bleus froids qui ne laissaient transparaître aucune trace d'humanité. Il pointait une arme directement sur Emma. « Bonjour ma nièce », dit-il calmement. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une réunion de famille. » Marcus se déplaça instinctivement pour protéger Emma, mais la voix de Richard l'arrêta net. « Je ne ferai pas ça, Marcus. Ou devrais-je dire, l'homme qui était autrefois Marcus Santos Williams. Tu vois, ça fait 2 jours que je surveille cette planque, en attendant le bon moment. Et maintenant, grâce à la grande gueule de la petite Emma, je sais exactement ce que je dois faire pour régler ce problème une fois pour toutes. » L'inspectrice Morrison cherchait lentement à attraper son arme, mais Richard l'a tout de suite remarqué. « Inspectrice Morrison, je te suggère de garder les mains bien en évidence. Tu vois, je n'ai plus rien à perdre maintenant. Ma vie est déjà finie à cause d'une gamine de 7 ans qui n'a pas su tenir sa langue. »« Oncle Richard, » dit Emma, d'une voix étonnamment calme malgré la terreur dans ses yeux. « La police sait déjà tout. T'enfuir ne te servira plus à rien. » Richard rit, mais c'était un rire sans aucune chaleur. « Oh, ma chère petite Emma, toujours trop intelligente pour ton propre bien, tout comme ta mère. C'est pour ça que j'ai dû la tuer. Tu sais, elle allait tout gâcher. » Cette confession désinvolte frappa la pièce comme un coup physique. Margaret eut le souffle coupé. La main du détective Morrison se tendit à nouveau vers son arme. « C'est vrai, » continua Richard, les yeux rivés sur Emma. « J'ai tué Maria. Je vole l'entreprise familiale depuis 15 ans, et ta précieuse maman allait tout révéler. Alors, j'ai ajouté un petit quelque chose dans sa poche de perfusion. Du bromure de pancuronium, complètement indétectable chez une patiente cancéreuse déjà sous traitement lourd. » Marcus sentit la rage monter en lui comme une force physique. Espèce de fils de... Elle allait mieux, elle allait vivre, elle allait me détruire, grogna Richard. 15 ans de planification minutieuse, 15 ans à constituer ma retraite, et elle allait tout emporter avec son indignation vertueuse au nom de l'honneur familial et des obligations morales. Emma sortit de derrière Marcus, son petit menton relevé avec défi. « Tu ne feras pas de mal à mon papy, je ne te laisserai pas faire. » L'expression de Richard s'adoucit en quelque chose qui aurait pu être de la pitié si cela n'avait pas été aussi cruel. « Emma, ma chérie, tu n'as pas le choix. Aucun de vous deux n'a le choix. Tu vois,
J'ai déjà tout arrangé pour que ta mort ressemble à un meurtre-suicide. » Le pauvre Marcus, submergé par le chagrin et la confusion à cause de sa lésion cérébrale, tue sa fille puis se suicide. Très tragique, très crédible. La police dehors, commença l'inspectrice Morrison, s'occupe actuellement d'une fuite de gaz à 3 pâtés de maison qui a nécessité une évacuation immédiate, dit Richard d'un ton suave. C'est incroyable comme il est facile de créer des situations d'urgence quand on connaît les bonnes personnes. On a peut-être 20 minutes avant qu'ils ne se rendent compte qu'il s'agissait d'une fausse alerte. L'esprit de Marcus tournait à toute vitesse, cherchant un avantage, un moyen de protéger Emma. Mais Richard avait tout planifié avec soin, et ils étaient piégés. Le coffre-fort, a continué Richard. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? La petite police d'assurance de Maria. Eh bien, Emma, tu vas me donner cette clé, et ensuite nous allons tous faire un petit tour à la banque. Je ne te donnerai rien, a dit Emma fermement. L'expression de Richard s'est durcie. Emma, j'ai déjà tué 2 personnes. Ne crois pas que je ne vais pas en faire une 3e. Mais Emma resta là, debout, son petit corps de 7 ans rayonnant d'un courage qui coupa le souffle à Marcus. Tu ne peux pas tous nous tuer et faire passer ça pour un accident. Trop de gens connaissent que la vérité maintenant. Richard sourit, et ce fut le sourire le plus froid que Marcus ait jamais vu. En fait, ma chère nièce, je peux le faire. Tu vois, j'ai un autre secret que personne ne connaît. Quelque chose qui garantira ma sécurité même après votre mort à tous. Il sortit son téléphone et leur montra une photo. C'était Eleanor Wellington, attachée à une chaise dans ce qui semblait être un sous-sol, les yeux écarquillés de terreur. Ma chère mère est actuellement mon invitée dans l'ancienne maison familiale. Elle m'a été d'une grande aide en me fournissant des informations privilégiées sur les mouvements de la police et les protocoles de protection des témoins. C'est incroyable ce que les gens peuvent te dire quand tu pointes un flingue sur la tête de leur grand-mère. La défiance d'Emma s'est effondrée pour la première fois. Vovo, c'est ça ma chérie. Grand-maman ne restera en vie que si tu coopères. Maintenant, la clé, s'il te plaît. Emma a levé les yeux vers Marcus, les larmes coulant sur son visage. Dans ses yeux, il pouvait voir le choix impossible auquel elle était confrontée. Sauver la vie de sa grand-mère ou conserver les preuves qui pourraient faire condamner son oncle à perpétuité. Marcus prit la décision à sa place. « Emma, dit-il doucement, donne-lui la clé. » Le trajet jusqu'à Westchester ressemblait à un cortège funèbre. Richard avait forcé Marcus à conduire tandis qu'il était assis à l'arrière avec Emma, le pistolet appuyé contre ses petites côtes. Le détective Morrison et Margaret Chen les suivaient dans une 2e voiture, tout aussi impuissants face aux menaces de Richard concernant Eleanor Wellington. Emma était restée silencieuse depuis qu'elle avait remis la clé du coffre-fort, mais Marcus pouvait voir son esprit travailler derrière ses yeux verts intelligents. À 7 ans, elle avait déjà survécu à plus de traumatismes que la plupart des adultes ne pourraient en supporter. Et pourtant, elle continuait à se battre, à élaborer des plans. La maison jaune au 47, rue des Tilleuls, était exactement comme Emma l'avait décrite, charmante et paisible, avec un chêne massif dominant le jardin. Mais ce cadre idyllique ressemblait à un décor de cauchemar lorsque Richard les fit sortir de la voiture. « Bienvenue à la maison, Marcus, » dit Richard d'un ton moqueur. « Je vis ici depuis 3 ans, tu sais. » C'était vraiment ironique. L'homme qui était censé être mort dans un accident de voiture vivait dans son ancienne maison. Marcus regarda cet endroit qui aurait dû lui être familier, mais il avait l'impression de visiter la vie de quelqu'un d'autre. Des fragments de mémoire lui revinrent à l'esprit. Emma faisant ses premiers pas sur le porche. Maria plantant des fleurs dans le jardin. Les dimanches matins tranquilles remplis de rires et d'amour. « C'est ici que toi et maman étiez heureux », dit Emma doucement, ses premiers mots depuis le refuge. « Oui », répondit Marcus, la voix chargée d'émotion. « C'est ici que nous formions une famille. » Richard les poussa vers la porte d'entrée avec son arme. « Comme c'est touchant. La même porte d'entrée où je t'ai vu partir pour l'hôpital la nuit où Maria est morte. Je t'ai suivi, tu sais. J'ai attendu le moment parfait sur cette route sombre près du pont. Tu planifiais ça depuis des années, dit l'inspectrice Morrison, sa voix soigneusement maîtrisée. 15 ans pour être précis, répondit Richard. Depuis que j'ai réalisé combien d'argent il y avait sur les comptes de la famille alors que je luttais pour payer mes dettes de jeu. Maman était tellement confiante, tellement disposée à laisser son fils dévoué gérer les finances familiales. Ils sont entrés dans la maison et Marcus a été submergé par une vague de reconnaissance si forte qu'elle l'a presque fait tomber à genoux. Le parquet où Emma jouait avec ses blocs. La cuisine où Maria lui avait appris le portugais tout en préparant le petit déjeuner. Le salon où ils avaient regardé ensemble d'innombrables films Disney. « Papaye !» a murmuré Emma. « Tu te souviens maintenant ?»« Je me souviens de tout », répondit Marcus doucement. « Je me souviens à quel point on aimait cet endroit. Je me souviens à quel point on était heureux. » Richard les poussa dans un couloir vers ce que Marcus se souvenait maintenant être son ancien bureau à domicile. La pièce avait perdu toute sa chaleur d'antan. Plus de photos de famille,
plus d'œuvres d'art d'Emma recouvrant les murs. Au lieu de cela, elle ressemblait à un centre de commandement avec plusieurs écrans d'ordinateur, des piles de documents financiers et des cartes détaillées de la région. « Bienvenue dans mon quartier général temporaire », dit Richard. « J'ai été très occupé ces 3 dernières années à consolider des comptes, à transférer de l'argent à l'étranger, à éliminer les détails qui clochaient. Tu serais étonné de voir tout le travail que ça demande pour effacer complètement 2 personnes. » Eleanor Wellington était attachée à une chaise dans un coin, ses cheveux argentés en bataille et les yeux rougis par les larmes. Quand elle vit Emma, elle poussa un cri étouffé à travers le bâillon qui lui couvrait la bouche. « Vovo !» Emma se précipita vers sa grand-mère, mais Richard la saisit par le bras. « Pas si vite, petite. Grand-mère restera attachée jusqu'à ce que je sois en sécurité hors du pays, ce qui nous amène à notre prochaine tâche. » Richard désigna un ordinateur portable posé sur le bureau. « J'ai besoin que tu accèdes à ce coffre-fort à distance, Marcus. La banque dispose d'un accès en ligne à des fins légales. J'ai besoin de voir exactement quelles preuves Maria a rassemblées avant de décider combien de personnes supplémentaires doivent mourir. » Marcus regarda l'écran, puis Emma. La petite fille fixait quelque chose derrière Richard, son expression soudainement alerte et concentrée. « Je ne peux pas accéder au coffre, » dit Marcus. « Je n'ai pas les codes d'autorisation. » Richard plissa les yeux. « Ne me mens pas. Tu es le mari de Maria et le tuteur d'Emma. Tu as tous les droits d'accès. »« Plus maintenant, » répondit Marcus. « Quand j'ai été déclaré mort, ces droits ont été transférés. Emma est la seule à pouvoir autoriser l'accès. » Richard tourna alors son attention vers Emma, qui fixait toujours quelque chose derrière lui avec une intensité inhabituelle. « Emma, tu vas aider oncle Richard une dernière fois. Connecte-toi à ce système et montre-moi ce qu'il y a dans le coffre-fort de ta mère. » Emma le regarda enfin, son visage de 7 ans affichant une expression de calme détermination qui était en quelque sorte plus terrifiante que n'importe quelle manifestation de peur. « Non, Emma, la vie de ta grand-mère dépend de ta coopération. »« Je sais, » dit simplement Emma, « mais tu vas tous nous tuer de toute façon. Au moins comme ça, tu ne t'en tireras pas comme ça. » Richard leva son arme vers Eleanor Wellington. « Je la tuerai tout de suite si tu ne coopères pas. » La voix d'Emma était ferme comme l'acier. « Alors tu ne sauras jamais ce que maman a caché d'autre. » Richard marqua une pause. « Comment ça? Quoi d'autre ?» Emma sourit. Et pendant un instant, elle ressembla exactement à sa mère. Le coffre-fort n'était pas le seul endroit où maman cachait des preuves, oncle Richard. Elle était plus intelligente que tu ne le pensais. Tu bluffes. Ah bon? Emma pencha la tête. Maman savait que tu avais tué d'autres personnes avant elle. Elle a trouvé des preuves concernant l'homme qui dirigeait l'entreprise avant que tu ne prennes la relève. Monsieur Harrison, qui aurait eu une crise cardiaque 3 ans avant que maman ne tombe malade. Le visage de Richard devint livide. C'est impossible. Il n'y a aucune preuve. Les analyses sanguines de son autopsie n'ont jamais été versées au dossier officiel. Maman avait un ami au bureau du médecin légiste qui conservait des copies de tout ce qui sortait de l'ordinaire. Une overdose de digitoxine, comme celle utilisée pour traiter les maladies cardiaques. Facile à faire passer pour un accident. Marcus a vu le sang-froid de Richard se fissurer pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Emma jouait un jeu psychologique qui aurait impressionné des négociateurs chevronnés. « Où ?» a demandé Richard. « Où l'a-t-elle caché ?» Emma a jeté un nouveau coup d'œil à ce qu'elle regardait derrière Richard. « Je ne te le dirai jamais, mais d'autres personnes le savent. Le docteur Martinez le sait. Madame Chen le sait. Le détective Morrison le sait. Combien de personnes vas-tu tuer, oncle Richard ?» Richard commençait à transpirer, ses plans minutieux s'effondrant face à la logique implacable d'une enfant de 7 ans. « Peu importe. Une fois que j'aurai quitté le pays, tu ne partiras pas, » dit Emma calmement. « Quoi ?» Le sourire d'Emma s'élargit. « Tu ne partiras pas parce que tu es déjà encerclé. » Richard se retourna pour regarder par la fenêtre et Marcus vit ce qu'Emma observait. La cour était pleine de policiers qui se mettaient en position avec une précision tactique. L'inspecteur Morrison avait dû activer un dispositif de repérage avant qu'il ne quitte la planque. « Petit !» grogna Richard en pointant son arme sur Emma. Mais Marcus était déjà en mouvement. 3 ans de travail physique l'avaient maintenu en forme, et la vue d'un pistolet pointé sur sa fille avait déclenché tous ses instincts protecteurs. Il plaqua Richard au sol juste au moment où le coup partit, la balle brisant une fenêtre au lieu d'atteindre sa cible. Ils tombèrent sur le sol, luttant désespérément pour le contrôle de l'arme. Richard était plus jeune et avait préparé ce moment, mais Marcus se battait pour la vie de sa fille, et ça le rendait plus fort que n'importe quelle préparation. « Emma, baisse-toi !» cria Marcus alors qu'il roulait sur le sol. Mais Emma ne se cachait pas. Au contraire, elle marchait calmement vers l'ordinateur portable, ses petits doigts tapant rapidement sur le clavier. « Emma, qu'est-ce que tu fais ?» demanda l'inspectrice Morrison depuis l'embrasure de la porte, alors que les policiers faisaient irruption dans la pièce. « Je télécharge tout. »
répondit Emma, la voix calme malgré le chaos autour d'elle. Toutes les preuves de maman, tout ce qu'elle a trouvé sur les crimes de l'oncle Richard, je les envoie à tous les journaux, à tous les services de police et à toutes les agences gouvernementales que je peux trouver. Richard réussit à se libérer de Marcus assez longtemps pour voir ce que faisait Emma. Son visage se déforma de rage. « Tu ne peux pas. Ces informations sont cryptées. » Emma le regarda avec ses yeux verts d'une sagesse inhabituelle. « Maman m'a appris le mot de passe avant de mourir. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais m'assurer que la vérité soit révélée. » « Quel était le mot de passe ?» demanda Marcus en enlaçant Emma, tandis que les policiers maîtrisaient Richard. Emma lui sourit, des larmes de soulagement coulant enfin sur son visage. « Paro papaye pour Emma. Avec tout mon amour, papa. » Alors que Richard était emmené menotté, criant des menaces et niant tout, Emma se laissa enfin tomber dans les bras de Marcus. Le détective Morrison était déjà en train de coordonner avec le FBI pour retrouver les comptes offshore et récupérer l'argent volé. Eleanor Wellington fut libérée de ses liens, sanglotant des excuses et implorant le pardon de Marcus et Emma. « Je ne savais pas », répétait-elle sans cesse. « Je pensais que Marcus était vraiment mort. Je pensais protéger Emma en la tenant éloignée de souvenirs douloureux. Je ne savais pas que Richard était capable de meurtre. » Emma regarda sa grand-mère avec une compassion remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune. « Ce n'est pas grave, Vovo. Oncle Richard a trompé beaucoup de gens. C'est ce qui le rendait si dangereux. » Mais alors que le chaos des arrestations et de la collecte de preuves tourbillonnait autour d'eux, Emma tira une fois de plus sur la manche de Marcus. « Papaye, murmura-t-elle, il y a encore une chose que je dois te dire, la chose la plus importante de toutes. » Marcus s'agenouilla à sa hauteur, regardant ses yeux verts qui avaient vu trop de choses, mais qui gardaient encore de l'espoir. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» La voix d'Emma était si faible que lui seul pouvait l'entendre. « Maman t'a laissé un message dans le coffre-fort, un message vidéo qu'elle a enregistré juste avant de mourir. Elle savait qu'elle ne s'en sortirait peut-être pas, et elle voulait être sûre que tu saches à quel point elle t'aimait, à quel point elle était fière du père que tu étais devenu pour moi. » Marcus sentit des larmes couler sur son visage. « Emma, comment tu sais pour la vidéo ? » « Parce que je l'ai aidé à la faire, » répondit simplement Emma. « Et j'ai attendu 3 ans pour te la donner, pour te rendre la vie que l'oncle Richard nous a volée. Pendant que les policiers sécurisaient les lieux et que les ambulanciers vérifiaient qu'il n'était pas blessé, Marcus serra sa fille contre lui et s'émerveilla de la force et du courage de cette petite fille remarquable qui n'avait jamais cessé de croire en la vérité, de se battre pour leur famille et d'attendre que son papaye rentre à la maison. 6 mois après l'arrestation de Richard Wellington, Marcus se tenait dans la cuisine de leur nouvelle vie, regardant Emma l'aider à préparer des crêpes un samedi matin. Elle a insisté pour ajouter des pépites de chocolat supplémentaires, affirmant que c'était une recette spéciale que maman lui avait apprise, même si Marcus soupçonnait qu'il s'agissait là de la logique créative d'une enfant de 7 ans. La maison jaune de Westchester avait retrouvé sa chaleur d'antan. Les photos de famille recouvraient à nouveau les murs. Les dessins d'Emma étaient fièrement affichés sur le frigo, et la balançoire dans le jardin avait été réparée et renforcée pour pouvoir être utilisée pendant des années. « Papaye, l'avocate vient aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Emma en mesurant soigneusement la farine avec le sérieux qu'elle accordait à tout ce qui était important. « Oui, ma chérie, Madame Chen sera là cet après-midi avec les derniers documents. » Marcus sourit, toujours étonné de voir à quel point ce terme affectueux portugais lui venait naturellement à présent. Tous ses souvenirs lui étaient revenus petit à petit au cours des derniers mois, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîte. Emma hocha la tête d'un air sérieux. « Et puis, on pourra enfin regarder la vidéo de maman. Si tu es prête, » dit Marcus doucement. « On n'est pas pressé. » Emma le regarda avec ses yeux verts incroyablement mûrs. « Je suis prête, papaye. Je suis prête depuis 3 ans. » La sonnette retentit, interrompant leurs préparatifs pour le petit déjeuner. Emma se précipita pour aller ouvrir, ses pieds nus trottinant sur le parquet que Marcus se souvenait avoir choisi avec Maria lorsqu'ils avaient acheté la maison. « Madame Chen, » dit Emma depuis la porte d'entrée. « Vous avez tout apporté ?» Margaret Chen entra dans la cuisine avec sa mallette en cuir familière. Mais aujourd'hui, son expression était plus douce, plus chaleureuse que le masque professionnel qu'elle avait porté pendant la procédure judiciaire. Au cours du mois dernier, elle était devenue plus que leur avocate. Elle était devenue un membre de la famille. « J'ai tout apporté », confirma Margaret en s'installant à la table de la cuisine. « Les derniers documents fiduciaires, les comptes bancaires rétablis. » Et elle fit une pause, sortant un petit lecteur vidéo numérique. « Le message de ta mère. » Marcus sentit sa poitrine se serrer d'anticipation et de chagrin. Depuis 6 mois, il savait que ce moment allait arriver, mais rien n'aurait pu le préparer à la réalité d'entendre à nouveau la voix de Maria. Emma grimpa sur la chaise à côté de Margaret, l'air sérieux. « Madame Chen, pouvez-vous d'abord parler à papaye de l'oncle Richard, de ce qui s'est passé au tribunal ?»
Margaret acquiesça. Richard Wellington a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Ta mère, James Harrison, et la tentative de meurtre de ton père. Plus 15 chefs d'accusation de détournement de fonds, de fraude et de blanchiment d'argent. Et l'argent, demanda Marcus, entièrement récupéré. Richard avait transféré environ 47 millions de dollars sur des comptes offshore, mais les réglementations bancaires internationales nous ont permis de tout geler et de tout récupérer. Le Santos Williams Trust est entièrement rétabli, avec des dommages-intérêts supplémentaires accordés par le tribunal. Emma balança ses jambes depuis sa chaise haute. « Ça veut dire que je suis vraiment riche, n'est-ce pas ?» Marcus et Margaret échangèrent des regards amusés. « Oui, Emma, tu es vraiment riche, mais plus important encore, tu es en sécurité. Ta famille est réunie, et les gens qui nous ont fait du mal ne pourront plus jamais nous faire de mal. » Emma acquiesça avec satisfaction. « Bien. Maintenant, on peut regarder la vidéo de maman ? Je veux que papa y entende ce qu'elle a dit à son sujet. » Margaret installa le magnétoscope tandis que Marcus servait du café aux adultes et du lait chocolaté à Emma. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il s'assit à côté de sa fille, submergé par l'émotion à l'idée de revoir Maria, même si ce n'était qu'en vidéo. L'écran s'alluma, et soudain, Maria Santos Williams apparut, amaigrie par la chimiothérapie, mais rayonnante d'amour, assise dans ce que Marcus reconnut comme étant sa chambre d'hôpital. Emma, beaucoup plus petite à 4 ans, était blottie contre sa mère dans le lit d'hôpital étroit. « Bonjour, mon amour. » La voix de Maria a rempli la cuisine, et Marcus a immédiatement senti les larmes lui monter aux yeux. « Si tu regardes ça, c'est que je n'ai pas survécu à cette épreuve. Mais avant que tu ne commences à te blâmer ou à penser que tu m'as en quelque sorte laissé tomber, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » L'image de Maria sourit. Ce sourire radieux qui avait conquis le cœur de Marcus il y a des années. « Tu ne m'as pas déçu, Marcus. Tu m'as offert les 3 plus belles années de ma vie. Tu as pris une mère célibataire brisée et sa petite fille désorientée. Et tu as fait de nous une famille. Tu as aimé Emma comme si elle était ta propre fille dès le premier jour. » À l'écran, la jeune Emma regardait sa mère avec une confiance totale. « Parle-lui des papiers d'adoption, maman. C'est vrai, ma chérie. » La voix de Maria était douce et pleine d'amour. « Marcus, quand tu verras ça, l'adoption sera définitive. Emma est légalement ta fille à tous les égards. Elle t'a choisi autant que tu nous as choisis. » Marcus regarda Emma, qui regardait l'écran, les larmes coulant sur son visage, mais souriant de joie. « Tu ne m'as jamais parlé des papiers d'adoption. Je voulais que ce soit une surprise, » murmura Emma. « Maman et moi avons tout planifié ensemble. Je voulais que tu sois mon vrai papa, pas seulement mon beau-père. » Sur la vidéo, Maria continua à s'adresser directement à la caméra. « Marcus, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Si Richard essaie de t'enlever Emma, s'il essaie d'utiliser ma mort pour obtenir la garde ou contrôler son héritage, batte-toi contre lui. Batte-toi avec tout ce que tu as, parce qu'Emma a besoin de toi et que tu es le seul père qu'elle ait jamais vraiment connu. » Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. Même dans ces derniers jours, face à sa propre mortalité, Maria avait su se préparer à la trahison de Richard. « J'ai trouvé des papiers dans le bureau de Richard. Une vidéo. » Maria continua. « Des documents financiers qui prouvent qu'il vole l'entreprise de maman depuis des années. J'en ai caché des copies dans un coffre-fort. Et j'ai donné la clé à Emma. S'il m'arrive quelque chose, quoi que ce soit de suspect, ces documents prouveront les crimes de Richard. » La vidéo s'est interrompue un instant pendant que Maria essuyait ses larmes. Quand elle a repris, sa voix était plus forte, plus déterminée. « Mais surtout, mon cher Marcus, je veux que tu saches à quel point je te suis reconnaissante. Tu aurais pu partir quand le cancer est revenu. Tu aurais pu décider qu'aimer une femme mourante et sa fille était trop dur, trop douloureux. Au lieu de ça, tu as dépensé tout ton argent pour essayer de me sauver. Tu t'es assis à mon chevet tous les soirs pour me lire des histoires, me tenir la main, me faire croire au miracle. » Emma tendit la main et prit celle de Marcus. « Elle a raison, papaye. Tu n'as jamais abandonné. Même quand le médecin a dit qu'il n'y avait plus d'espoir, tu as continué à essayer. J'aurais dépensé 2 fois plus pour passer ne serait-ce qu'un jour de plus avec elle, » dit Marcus doucement. À l'écran, l'expression de Maria devint encore plus tendre. « Et c'est exactement pour ça que je sais qu'Emma sera en sécurité avec toi, parce que tu aimes de tout ton cœur. Tu ne te retiens pas, tu ne te protèges pas, tu aimes juste complètement et sans réserve. » La vidéo changea légèrement lorsque Emma, âgée de 4 ans, grimpa sur les genoux de sa mère. « Parle-lui des chansons, maman. » Maria rit, et le son de son rire emplit la cuisine comme une musique. « Emma veut que je te rappelle toutes les berceuses portugaises que tu lui as apprises. Elle veut que tu saches que même si ta mémoire est parfois floue, elle se souviendra de toutes les paroles. Elle t'aidera à te souvenir de qui tu es. » Marcus regarda Emma avec étonnement. « C'est ce que tu faisais? Toutes ces années où tu refusais de croire que j'étais mort ?» Emma acquiesça solennellement. «
Je gardais tes souvenirs en sécurité jusqu'à ce que tu puisses rentrer à la maison pour les récupérer. » La vidéo continua pendant plusieurs minutes, Maria partageant des souvenirs privés, des blagues entre eux et des expressions d'amour qui donnèrent à Marcus l'impression que son cœur allait exploser sous le poids de l'émotion. Finalement, Maria regarda directement la caméra avec un sérieux absolu. « Marcus, s'il m'arrive quelque chose, si je ne survis pas à ce cancer, je veux que tu saches qu'aimer toi a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu m'as donné une vie dont je n'aurais jamais osé rêver. Tu as donné à Emma un père qui l'aimera et la protégera quoi qu'il arrive. Et tu nous as donné à tous les deux une famille fondée sur la vérité, la loyauté et l'amour inconditionnel. » Elle fit une pause, tendant la main vers l'objectif de la caméra comme si elle pouvait traverser le temps pour toucher son visage. « Prends soin de notre fille, mon amour. Aide-la à grandir en sachant à quel point sa maman l'aimait. Et ne passe pas le reste de ta vie à me pleurer. Vis, Marcus, vis pleinement, joyeusement et intensément, car c'est ce qui me rendrait le plus heureuse. » La vidéo se terminait par Maria et Emma, âgés de 4 ans, chantant ensemble une berceuse portugaise, leur voix s'harmonisant à la perfection. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bruit de sanglots étouffés. Marcus prit Emma sur ses genoux et la serra dans ses bras tandis qu'ils assimilaient tous deux le cadeau bouleversant que Maria leur avait laissé. « Elle savait, » murmura Emma. « Elle savait que l'oncle Richard essaierait de nous faire du mal, et elle s'est assurée que nous aurions tout ce dont nous avions besoin pour nous défendre. » Marcus acquiesça, incapable de parler, la gorge serrée par l'émotion. Margaret rangea discrètement le matériel vidéo, leur laissant l'espace nécessaire pour assimiler tout ce qu'ils venaient de vivre. « Il y a encore une chose, » dit-elle doucement. « Le tribunal t'a officiellement déclaré père légal d'Emma, Marcus. Les papiers d'adoption que ta femme avait remplis ont été trouvés dans les dossiers de Richard. Il les avait cachés pour empêcher le transfert légal de la garde. » Emma leva les yeux vers Marcus, les yeux brillants. « Alors, c'est officiel maintenant? Tu es vraiment mon papaye pour toujours? » « Pour toujours et à jamais, » confirma Marcus, la voix pleine d'amour et d'émerveillement. Emma jeta ses bras autour de son cou et le serra fort contre elle. « Je t'avais dit que tu reviendrais vers moi. Je l'ai dit à tout le monde, mais personne ne m'a cru, sauf maman. Elle aussi m'a cru. » Alors qu'ils s'étreignaient dans la cuisine de leur maison restaurée, entourés de la chaleur des photos de famille et de la sécurité d'un avenir qui leur appartenait enfin, Marcus s'émerveilla de la force et de la foi de cette petite fille remarquable qui n'avait jamais cessé de croire en leur famille. Emma avait eu raison depuis le début. L'amour était plus fort que la mort, plus fort que la trahison, plus fort que 3 ans de séparation forcée. Et parfois, si on a beaucoup de chance et qu'on est très courageux, l'amour peut ramener les morts à la vie et transformer même les rêves les plus impossibles en réalité. « Que veux-tu faire maintenant ?» demanda Marcus en installant Emma plus confortablement sur ses genoux. Emma réfléchit sérieusement à la question comme elle le faisait pour toutes les questions importantes. « On peut finir de faire les crêpes, puis peut-être appeler VOV et l'inviter à dîner. Elle est vraiment triste depuis que tonton Richard est en prison et je pense qu'elle a besoin de savoir qu'on l'aime toujours. » Marcus sourit à nouveau, impressionné par la capacité de sa fille à pardonner et à faire preuve de compassion. « C'est une excellente idée, ma chérie. C'est exactement ce que ta maman aurait voulu qu'on fasse. » Alors qu'Emma sautait de ses genoux pour reprendre la préparation des crêpes, bavardant à propos des proportions de pépites de chocolat et de la nécessité d'en faire plus, Marcus sentit une sensation de paix l'envahir comme une couverture chaude. Leur histoire avait commencé par une perte et une tragédie, mais elle se terminait par l'amour, la guérison et la promesse de tous les lendemains qu'ils avaient failli perdre. Parfois, les familles les plus extraordinaires se forgent dans le creuset de circonstances extraordinaires. Et parfois, juste parfois, l'amour peut vraiment tout conquérir, même la mort elle-même.